Bonjour Jean-Claude, professeur de cardiologie à l'Université de Marseille, à la Timone, membre du conseil scientifique de la Fondation et du conseil d'administration de la Société française de cardio. Jean-Claude, pourquoi donc cette médecine digitale, en particulier en cardiologie, tombe à pic ? Oui, je crois on l'a dit plusieurs fois là, depuis ce matin. On est quand même dans le domaine cardiovasculaire confronté à un problème. Alors certes, il y a des progrès, la mortalité a diminué en France, mais c'est pas du tout le cas dans le monde. Ça reste quand même un problème extrêmement prégnant. Et en même temps, on a un problème qu'on connaît bien par contre en France, qui est le problème de la démographie médicale, qui fait que il faut 60 jours en moyenne pour avoir une consultation de cardiologie en France, beaucoup plus dans certaines régions, un petit peu moins dans d'autres. Donc on a besoin effectivement d'avoir le secours de technologies qui vont simplifier les choses. Ça c'est la première chose. La deuxième chose importante, c'est que on a des patients qui sont de plus en plus informés, de plus en plus connectés, qui sont de plus en plus les acteurs finalement de leur santé. Et plus informés, ça ne veut pas dire mieux formés. Oui, d'accord. Ils sont plus informés. Oui, ils sont plus informés, ils sont prêts à participer beaucoup plus à finalement leur bien-être en termes de santé. On a eu beaucoup de témoignages ce matin là-dessus. Donc je crois que finalement la conjonction de ces deux choses-là, l'une vient aider l'autre, et ce problème de démographie qu'on a d'un côté pourra être probablement aidé par ces nouveaux outils. D'accord, donc démographie et vieillissement de la population. Et bien sûr, si la mortalité cardiovasculaire continue de croître dans beaucoup de pays, c'est parce que la population vieillit, bien entendu, et qu'il y a exposition à de nouveaux facteurs de risque aussi. Bon, cardiologie digitale, c'est deux mots, mais qui englobent pas mal d'éléments. Oui, alors cardiologie digitale, c'est difficile à définir. Alors, on a eu là, à l'instant une excellente démonstration de ce que pouvait être l'intelligence artificielle en médecine, mais même sans rentrer dans ce niveau de sophistication, la cardiologie digitale, c'est aujourd'hui tout un tas d'accessoires que l'on porte les uns et les autres et qui peuvent... Les objets connectés. Les objets connectés, voilà, c'est ça. Et qui peuvent donc en permanence renseigner sur tel ou tel paramètre. Alors là, ça peut être la fréquence cardiaque, ça peut être l'électrocardiogramme. On a aujourd'hui des bracelets qui mesurent la tension artérielle en permanence. On connaît bien sûr ce qui se passe dans le domaine de la glycémie. Enfin, il y a un nombre d'outils finalement qui croît tous les jours. Et tous ces outils-là, pour nous, ça c'est déjà la cardiologie digitale d'aujourd'hui. Ça permet de suivre le patient en dehors des consultations ? Absolument, ça change tout à fait le parcours des patients. On avait l'habitude de revoir les patients de façon calendaire, tous les 6 mois, tous les ans, etc. Finalement, on s'est rendu compte que ces consultations, quelquefois, elles n'étaient pas très utiles parce qu'ils revenaient, mais il n'y avait pas eu d'événement particulier. Là, c'est l'inverse. On va, au contraire, ne pas le revoir, et surtout ne pas le revoir, sauf bien sûr s'il y a lieu de le faire pour d'autres raisons, on ne va pas le revoir, sauf si un événement est détecté par l'objet que l'on a sélectionné pour bien le suivre, qui peut être une balance, qui peut être une montre, etc. Alors justement, donc la cardiologie digitale, c'est la télétransmission. On est en cardiologie, donc les pionniers de cette télétransmission depuis quelques décennies. Oui, alors là on est on n'a pas attendu 2023. Non, là vraiment on n'a pas attendu 2023. La cardiologie a été extrêmement en pointe là-dessus, tout simplement parce qu'il y a bien longtemps qu'on a des objets connectés qui sont implantés dans les patients, qui s'appellent des stimulateurs ou des défibrillateurs. Et très vite, il y a eu un partenariat qui a fait que ces objets, les informations venant de ces objets, ont pu être transmises aux médecins. Alors ça a été un petit peu compliqué, il a fallu travailler. Il y a eu des problèmes éthiques, il y a eu des problèmes également de confidentialité, il y a eu tout un tas de problèmes qui se sont posés, mais finalement on y arrive aujourd'hui et globalement on suit énormément de nos patients à distance, tout simplement par le biais de leur prothèse implantée qui est un stimulateur ou un défibrillateur. Alors on a parlé d'intelligence artificielle juste avant nous, donc elle s'applique aussi à la cardiologie. Quand on parlait de télétransmission, des alertes qu'on recevait des centres de pacemakers, etc., est-ce que cette intelligence artificielle elle permet de mieux sélectionner par exemple ces alertes ou de les prédire ? Ben oui, parce qu'en fait, il y a un volume énorme d'informations qui nous est transmis quotidiennement, parce qu'un patient qui a un appareil, c'est évidemment tout un tas d'alertes qui pourraient arriver sur nos ordinateurs. Donc il faut qu'il y ait des algorithmes, il faut qu'il y ait une réflexion en amont pour qu'on ne contacte finalement que le patient quand un drapeau rouge s'allume et pas quand c'est uniquement du vert ou de l'orange, c'est-à-dire quelque chose qu'on pourra traiter de façon différée. Donc oui, on a absolument besoin de ça, c'est de plus en plus raffiné, il y a énormément de travail qui se fait autour de ça. Et évidemment, il y a une place énorme pour la recherche dans ce domaine. Donc de plus en plus d'actes sont rattachés donc à cette cardiologie digitale. Oui, de plus en plus d'actes. Exemples.
Oui, alors ça nécessite probablement une évolution de nos pratiques, une évolution des codifications, une évolution de la façon de voir la médecine, parce que tout ça c'est très récent, ça a explosé, hein, avec un certain désordre quelquefois, mais oui, il y a de plus en plus d'actes qui interviennent. Par exemple, dans le domaine de l'imagerie et de l'échographie, ben, on a aujourd'hui, on sait que l'intelligence artificielle peut arriver à faire presque aussi bien, si ce n'est mieux, je ne veux pas me faire d'ennemis, que l'échographiste. Et d'ailleurs, la Fondation Cœur et Recherche... C'est pas Laurence Contarasus qui va nous contredire. Non, bah, absolument, oui. Mais peut-être les échographistes dans la salle. Voilà, et la Fondation Cœur et Recherche a participé à une étude qui s'appelle l'étude multivalve, dont Théo Pézel est un des acteurs principaux. Donc voilà, oui, ça entre dans notre pratique vraiment quotidienne, pas uniquement dans le domaine de la rythmologie qui est le mien, mais dans tous les domaines de la cardiologie. On parlait du patient acteur de sa santé. C'est vraiment défini par cette cardiologie digitale? Oui, alors ça, oui, ça je crois qu'on peut le dire. On a aujourd'hui des patients qui sont beaucoup plus attentifs à leurs symptômes et surtout auxquels on peut mieux expliquer les choses. Il y a un certain nombre d'idées qui sont ce qu'elles sont, qui sont des idées quelquefois fausses quand on n'est pas spécialiste, et on arrive à rétablir ces choses-là et à se trouver finalement à avoir un véritable dialogue presque médical avec nos patients, parce qu'au bout d'un moment, ils connaissent aussi bien que nous l'appareil et le paramètre qu'on leur a demandé de surveiller. Ça a transformé quand même un petit peu nos rapports avec les patients. Quand on dit qu'ils sont plus formés, ils arrivent parfois au cabinet en vous dévisageant, en vous disant: j'ai vu sur un site d'Australie du Sud que j'avais un syndrome de XY, et ils vous dévisagent pour savoir si vous connaissez ce syndrome. Donc le cardiologue en particulier doit être beaucoup plus formé qu'à une époque. Oui, je crois que c'est quelque chose à quoi il faut qu'on soit préparé, hein. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de cette nouvelle relation médecin-malade. Il faut simplement s'organiser autour de ça. Il est vrai que les patients ont beaucoup plus d'informations, que le fait d'avoir des objets connectés, donc de participer à leur propre santé, fait que oui, ils nous challenge un petit peu plus, comme on dit. Oui, il y a aucun problème là-dessus. C'est une nouvelle façon d'exercer. Il ne faut pas en avoir peur. Et de toute façon, je pense qu'on n'est plus au moment où il faut se poser la question d'en avoir peur ou de ne pas en avoir peur. Ça fait partie de notre quotidien. Là, je crois que ce sera impossible de faire marche arrière. Alors, en quoi cette cardiologie digitale va nous aider dans la recherche ? Alors, la recherche, oui, puisque bien sûr, on parle de la Fondation Cœur et Recherche. Il y a des opportunités extraordinaires. On s'est rendu compte, par exemple, qu'aujourd'hui, quand une grande société qui commercialise un objet connecté qui mesure l'électrocardiogramme souhaite faire une étude, d'un claquement de doigts, il y a 400 000 patients qui sont inclus dans l'étude, et ça coûte beaucoup moins cher qu'une étude conventionnelle. Alors, ça ne va pas s'appliquer à toutes les études, mais on va avoir de nouvelles opportunités avec cette cardiologie digitale. Il va falloir essayer de suivre toutes ces nouvelles opportunités. Je suis sûr que la Fondation, bien sûr, le fera. Il faut évidemment que les choses ne partent pas comme ça, de façon désordonnée, hein. Donc il est bien qu'il y ait des cadres, que l'on continue à suivre le processus de recherche et les processus de sélection de projets de recherche qui sont extrêmement rigoureux, comme celui par exemple de la Fondation. Ça, il faut absolument le poursuivre, mais il faut qu'on soit préparé à des études qui vont être un petit peu disruptives par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Multivalve en est un exemple. Et toujours du digital au service du médecin et non pas l'inverse. Ah oui, bien sûr. Non, mais là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le digital, on va l'apprivoiser. D'ailleurs, les patients ne nous échappent pas, enfin, entre guillemets, n'échappent pas parce qu'ils ont un objet connecté ou parce qu'ils ont du digital. Au contraire, ils reviennent encore vers nous plus souvent, mais je dirais peut-être plus souvent à bon escient. L'idée, c'est qu'on va peut-être pouvoir ne plus faire une médecine qui manque quelquefois un tout petit peu de pertinence parce qu'elle ne s'applique pas à un événement. Là, on va vraiment s'intéresser aux événements puisqu'on sera en mesure de les mesurer, voire même de les prévoir. Ça aussi, c'est un aspect qu'on n'a pas envisagé, mais il y a l'aspect prédictif de la cardiologie digitale, hein. Prévoir l'arrêt cardiaque, prévoir la fibrillation atriale chez un patient, donc l'anticoagulé, etc. Ah oui, ça y est. Est-ce qu'on forme assez les étudiants à la médecine digitale ? Alors, franchement, c'est récent la médecine digitale. Donc évidemment, on introduit un petit peu de digital dans nos formations, mais il y a aujourd'hui un essor extraordinaire de la simulation, hein. Tous nos congrès, que ceux de la Société française, par exemple, sont des plateaux pour faire accéder les jeunes à la simulation. Alors, on parle de simulation sur des simulateurs, mais on peut aller encore plus loin. On a aujourd'hui cette réalité virtuelle là, avec des masques, donc ça coûte
beaucoup moins cher. Hein. Et avec cette réalité virtuelle, un cours d'anatomie, c'est un cours au cours duquel on est en train de manipuler, on est en train de faire tel ou tel coupe à tel endroit. Donc je crois qu'il va y avoir des révolutions. Bon, on ne les a pas aujourd'hui entre les mains, mais elles vont arriver. Hein. Ça change de notre Rouvière qu'on regardait sur des dessins écrits à la main. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une vision tridimensionnelle en regardant une feuille de papier, ça va être plus simple, je pense. Merci beaucoup Jean-Claude, merci.